Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Une nouvelle invitée nous a rejoint, Vanessa Mkhize, militante de l'African National Congress. Bienvenue. Bonsoir. Et nous sommes toujours en compagnie de notre autre invitée, Nirit Soumerouk Abou, journaliste blogueuse sur ParisPopcorn.com, ainsi que notre éditorialiste Gratien Roukindikiza. Ouvrons notre dossier du jour, axé sur la lutte contre les discriminations en Afrique du Sud. Afin d'assurer une meilleure représentation de la communauté noire, la discrimination positive a été mise en place à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, et ce, dans tous les secteurs créateurs d'emplois. Mais pour certains Sud-Africains, l'héritage de cette période n'est pas facile à estomper. Un reportage d'Olivier Conan, notre envoyé spécial en Afrique du Sud. La fin de l'apartheid, la politique de développement séparé, qui avait érigé en institution la ségrégation raciale, a amené l'ANC, une fois arrivé au pouvoir, à mettre en œuvre une politique de redistribution progressive des pouvoirs socio-économiques. Cela a été codifié par l'Affirmative Action, en français discrimination positive, pour effacer les injustices de l'apartheid. Afin d'assurer une meilleure intégration des communautés noires, indiennes et métisses, les emplois dans l'administration, les services publics, les entreprises publiques et privées, ainsi que les actifs ont été proposés aux populations auparavant victimes de discrimination. Malheureusement, c'est encore d'actualité. L'héritage de l'apartheid n'est pas facile à estomper. Cela a beaucoup affecté les gens. Vous n'avez qu'à regarder les plans d'urbanisme, regarder comment les gens se rendent au travail, regarder les revenus. Je crois qu'en moyenne, les Noirs gagnent dans ce pays 25 rounds de l'heure et que les Blancs gagnent 92 rounds par heure. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que leurs enfants soient au même niveau. Ils n'ont pas eu la même éducation, les opportunités n'étaient pas les mêmes. Donc oui, c'est un grand challenge. So yes, it is a big challenge. La création de Bantoustan, des micro-États factices, avait privé les Noirs de leurs terres et des richesses minières au profit de la minorité blanche. Plus de 50 ans d'apartheid ont laissé des marques profondes que ne sauraient effacer facilement les protections de la nouvelle constitution adoptée le 8 mai 1996. Il faut encore du temps avant que les droits économiques et sociaux ne soient une réalité quotidienne en Afrique du Sud. Le problème préoccupe l'ensemble du pays. Il y a d'ailleurs une politique de discrimination positive dénommée BEE, Black Economic Empowerment. The Black Economic Empowerment Policy is effectively the follow-on to le Black Economic Empowerment est la suite logique de la politique d'Affirmative Action que nous avons eue dans les premières années de la démocratie. Donc le Black Economic Empowerment est une approche plus compréhensive de la politique de discrimination positive. Cela ne concerne pas uniquement l'emploi, cela concerne l'actionnariat, l'obtention de qualifications pour les Noirs à qui cela a été refusé par le passé. Cela concerne l'implication des entreprises dans les projets d'amélioration sociale et les programmes communautaires. Donc c'est une approche très compréhensive des entreprises vis-à-vis des gens issus de communautés qui étaient originellement spoliées des opportunités. Pour beaucoup de Sud-Africains, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. La politique de discrimination positive dans le domaine économique ne profite qu'à une minorité. Nowadays, I think it opens the doors for corruption. De nos jours, je pense que cela ouvre la voie à la corruption, donc il est nécessaire de revoir la loi dans sa totalité. Il est également nécessaire de définir un délai à son application. L'ANC est au pouvoir depuis près de 20 ans. Après 20 ans, je pense qu'il faut une nouvelle loi pour dire après 50 ans, on met un terme à cette loi au profit d'une nouvelle législation. L'aspect le plus négatif à propos de cette loi, c'est qu'elle n'a pas vraiment aidé les masses du pays. Cela a enrichi une minorité, je dirais 1 ou 2% de la population noire est devenue très riche grâce à cela et le reste de la population n'en a pas bénéficié. Par conséquent, ce n'est pas un succès. L'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, est accusée d'être juge et partie, ce qui a occasionné les dérives constatées. The playing field is not level. We have structural inequalities.
Les règles du jeu ne sont pas équitables. Nous avons beaucoup d'inégalités structurelles. Malheureusement, la façon dont l'ANC est en train d'appliquer la discrimination positive et la promotion économique des Noirs ne fonctionne pas. En fait, ils se marchent sur les pieds. Le problème, c'est que ça n'enrichit que ceux qui ont des connexions politiques. Ce que nous voudrions voir à l'ACDP, c'est que la majorité de la population puisse en bénéficier. Nous voulons voir une vraie promotion où les gens sont professionnellement qualifiés, où ils créent des entreprises et sont capables d'employer les autres. Nous ne voulons pas d'une politique de promotion des Noirs qui n'existe que sur le papier. On ne veut pas que ce soit uniquement une minorité de personnes qui deviennent très riches parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un, que ce soit le fruit de la fraude ou de la corruption. Il y a trop de corruption, de fraude et pas assez de développement des expertises. Notre système éducatif est une grande déception. Cela fait peut-être 20 ans que l'apartheid est terminé, mais malheureusement, nous n'avions pas progressé aussi loin que nous aurions pu et que nous devrions aller. Unfortunately, we have not progressed as far as we should have and as we could have. Pour la Chambre de commerce et d'industrie sud-africaine, l'application de la politique de discrimination positive pose problème au niveau du coût de sa mise en œuvre. Nous avons pris le chemin du Black Economic Empowerment depuis pratiquement une décennie maintenant. Cette politique n'a pas produit les résultats escomptés. Cela a malheureusement enrichi une minorité plutôt que d'élever la majorité. Nous sommes actuellement engagés dans la révision du cadre. Les codes sont des règles qui tombent sous le coup de la loi, guidant les entreprises sur comment amener le Black Economic Empowerment. Notre inquiétude en tant qu'organisation patronale, c'est qu'on ne peut pas régulièrement réviser ces codes parce que cela va générer un coût supplémentaire. Les entreprises sont pour des transformations, mais elles ne veulent pas investir excessivement dans les coûts de mise à niveau obligatoires. Changer en permanence les codes ajoute des charges aux entreprises en Afrique du Sud et en tant que Chambre du commerce, nous y sommes opposés. Regularly and repeatedly changing the codes adds to the cost of doing business in South Africa, which is something that we as a chamber are against. Autre problème soulevé, la difficulté pour les petits entrepreneurs de naviguer dans la paperasse de l'administration. Une réalité qui constituait un frein à la création des petites et moyennes entreprises, notamment pour les populations noires, métisses et indiennes, même quand elles disposaient de capitaux nécessaires pour démarrer une activité économique formelle. Beaucoup de problèmes que nous avons en Afrique du Sud dans notre économie avec le manque d'emploi remontent également au fait que pendant l'apartheid, les Noirs avaient des difficultés à avoir des entreprises. Ils devaient obtenir plus de 30 autorisations différentes avant de pouvoir ouvrir la plus petite boutique dans les townships. C'est la raison pour laquelle l'esprit d'entrepreneuriat n'est pas développé. La question de la redistribution des richesses en liaison avec la réparation des injustices dont a été victime la population noire, est au centre du débat politique. Un nouveau parti fondé par Julius Malema, l'ancien leader des jeunes de l'ANC, prône ouvertement l'expropriation et la nationalisation des terres aux mains des Blancs. Sans être aussi radical, un certain consensus des partis politiques encourage l'action concrète pour assurer l'exercice des droits économiques et sociaux. Pour beaucoup, il faut d'abord achever le chantier de la jouissance pleine et entière des droits civiques et des libertés individuelles. L'exemple des droits politiques conquis de haute lutte par l'ANC, malgré une implacable adversité des tenants de la politique raciste de l'apartheid, est la preuve que tout est possible. Les garanties portées sur les fonds baptismaux par la Constitution représentent un rappel constant aux Sud-Africains. Le plus difficile n'est pas seulement la conquête des libertés et droits de l'homme, mais leur préservation et leur libre exercice au bénéfice de toute la population. Nirit, quel est votre sentiment après la diffusion de ce reportage? Partagez-vous l'avis de la première intervenante qui dit que l'héritage de l'apartheid est difficile à estomper? D'abord, je pense que il faut regarder qu'il y a une nouvelle génération qui naît juste après l'apartheid. C'est passé comme 18 ans déjà. Et c'est eux qui aujourd'hui sont, qui payent. Enfin, il y a celle qui dit qu'ils souffrent, et il y a des autres qui disent que ils bénéficient, mais toujours les gens, il y a toujours des conflits de morale, comme on dit en anglais. Mais je pense que le affirmative action, il a fait très bien l'Afrique du Sud pour où on a aujourd'hui.
au niveau de l'économie, parce que j'ai lu qu'en fait, on a comment on dit, le black middle class, le moyen classe, la classe moyenne. La classe moyenne de la communauté noire, en fait, elle a doublé dans les 8 années qui passaient maintenant, que ça va dire que c'est devenir plus en plus fort. Donc, par rapport à cette interview, je vois que peut-être que c'est possible, que c'est grand, it strengthens, comme on dit, le pouvoir, il est là. Donc, voilà. Vanessa, quelle est la réalité sur le terrain? On a entendu que certains Sud-Africains pensent que l'insertion socio-professionnelle ne concerne qu'une infime partie de la population. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, comme elle vient de dire, que les jeunes qui sont nés après l'apartheid, ils se posent beaucoup de questions sur tout ce qui s'est passé. Et moi, qui fais partie de jeunes qui n'étaient pas dans l'apartheid, jusqu'aujourd'hui, je vois les différences. Je vois les différences et on est beaucoup mieux aujourd'hui qu'on était pas dans l'apartheid. La différence, c'est qu'on n'est plus libre. Et avec l'affirmative action, on peut avoir un travail par rapport de nos qualifications. Ce qui était quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir avant. C'était parce que c'était un système qui est basé sur la race et ce qui est basé sur la couleur de la peau. C'est-à-dire, tu peux avoir tous les diplômes que tu avais, mais ce n'était pas possible d'arriver à un certain niveau. Et aujourd'hui, on peut. Et ça, c'est quelque chose de très positif pour l'affirmative action, parce qu'on arrive à faire de travail parce qu'on le mérite, parce qu'on a des diplômes, parce qu'on a fait des études pour faire ça avant. Parce que même avant, même si tu avais des diplômes et il y avait un blanc qui arrivait avec le même diplôme que tu avais, on va lui prendre à cause de sa couleur. Grâce à sa couleur pour lui. Et à cause de notre couleur pour nous, on ne pouvait pas. Alors moi, je trouve qu'on se trouve dans un état qui est beaucoup mieux aujourd'hui avec le gouvernement qu'on a. Gratien, que pensez-vous de ce terme de discrimination positive? Oui, pour moi, la discrimination, c'est toujours mauvais. Pour arriver à une discrimination, c'est qu'il y a eu quelque chose de très mauvais. On le sait bien, c'est l'apartheid. Aujourd'hui, la discrimination positive en Afrique du Sud, l'affirmative action, c'est bien pour corriger ce qui s'est passé. Mais il y a deux problèmes qui s'opposent, notamment au niveau de pour l'emploi, parce que l'affirmative action, il y a deux volets. Il y a le volet, on intègre, on fait entrer dans les emplois au niveau de l'État, au niveau même des entreprises publiques, des Noirs. Avant, ils n'y avaient pas accès, ils étaient bloqués. Aujourd'hui, on les encourage, il y a une promotion, les Noirs sont plus encouragés que les Blancs. Mais il y a aussi un autre volet. Ça, c'est très bien parce que les Noirs étaient instruits, certains étaient instruits, n'avaient pas de travail. C'est bien, ça fait monter la classe moyenne. Mais il y a l'autre volet, c'est le volet des Noirs qui sont entrés dans les capitaux. Ils ont favorisé aussi l'entrée des Noirs dans les entreprises privées. Or, c'est là où le bas blesse. Quand ils sont entrés dans les capitaux, c'est que l'ANC, qui était au pouvoir, qui est aujourd'hui encore au pouvoir, certains cadres de l'ANC se sont appropriés les actions dans les grandes sociétés. Et il y a le COSATU, le syndicat, qui s'est rapproché aussi de l'ANC et qui est devenu presque complice de l'ANC. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en Afrique du Sud, le syndicat le plus important, COSATU, quand il s'agit même des grèves des mineurs, il se range du côté pratiquement de l'État et les mêmes mines appartiennent aujourd'hui aux gens haut placés de l'ANC. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment avec les Noirs de l'ANC qui peuvent jouer à un certain moment un jeu que certains capitalistes blancs jouaient avant. C'est vraiment... Justement, vers notre invitée, Vanessa Mkhize, militante de l'ANC. Que pensez-vous des propos de notre éditorialiste, Gratien Okidikiza, qui parle de complot? Je ne dirais pas que c'est un complot. Le COSATU a toujours travaillé. Et les gens qui se trouvent au gouvernement aujourd'hui, c'est des gens qui étaient les militants avant. Ils ont toujours fait des choses ensemble. Et le fait qu'il y en a qui ont des actions ici dans les entreprises, même dans les mines, mais eux qui ont des actions ici, quand il y a des grèves et tout ça, ils sont là pour parler avec les gens. C'est eux qui parlent avec eux.
qui leur fait comprendre qu'il y a certaines manières de faire les choses, parce que qu'est-ce que les mineurs ont demandé? Ils ont demandé un certain pourcentage sur leur salaire. Et bien sûr, tout le monde le sait, on ne peut pas avoir 50% d'augmentation si on est mineur dans leur niveau. Alors, c'est-à-dire ce sont des gens qu'on doit faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dépasser. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est des mineurs et les autres noirs sont là. Oui. En fait, après, il y a un conflit d'intérêts. Les dirigeants, Cyril Ramaphosa, par exemple, qui est vice-président de l'ANC, a beaucoup d'actions dans les mines, notamment il est le vice-président dans les mines de Nord. Et dans plusieurs sociétés, on a les dirigeants qui sont en même temps actionnaires dans plusieurs sociétés avec cette affirmative action. Et il y a aussi les ouvriers, les Noirs aussi, qui sont dans l'exécution, dans le travail manuel. Et ces Noirs, aujourd'hui, se retrouvent pratiquement sans beaucoup de... Disons, les politiciens, certains ont des actions dans les entreprises, et lesquelles entreprises peuvent appliquer une politique et ne veulent pas négocier, souvent, parce que c'est lui qui a les actions, il veut avoir les dividendes, le salarié, il veut avoir le salaire. Si c'est lui qui va avoir les dividendes, augmenter les salaires, sûrement que les dividendes vont baisser. Et il y a ce conflit d'intérêts. Qu'est-ce que le politicien qui est en même temps actionnaire dans telle mine ou dans telle entreprise, qu'est-ce qu'il va faire quand les ouvriers, les salariés vont réclamer les salaires? C'est là où, pour moi, l'ANC, il y a eu un certain conflit d'intérêts et ça fait qu'il y a très peu, on l'a dit dans les reportages, très peu de gens qui sont beaucoup enrichis et beaucoup de gens, on voit bien en Afrique du Sud, dans les townships, des gens qui sont vraiment pauvres. La pauvreté reste. La politique de lutte contre la pauvreté, bon, ça prendra du temps, mais il y a vraiment un écart énorme qui s'est creusé entre les Noirs qui sont très enrichis parce qu'ils étaient proches du pouvoir et les autres Noirs qui sont encore dans la misère. En tout cas, il y a un leader qui monte en Afrique du Sud, Julius Malema. Nirit, comment voyez-vous son parcours? Pensez-vous qu'il peut représenter une menace pour les autorités? Oh, honnêtement, je ne peux pas vous dire vraiment, mais je pense qu'il faut toujours garder en tête que l'Afrique du Sud, c'est un pays devenu très tolérant et patient, je dirais aussi, et toujours accueille de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc, c'est intéressant pour voir. Je sais que, enfin, on n'est pas des gens qui s'assoient tranquillement. On va toujours comment on dit, lutter pour avoir l'égalité, pour avoir le rêve de la Nouvelle-Afrique du Sud. Donc, je pense que tout le monde va avoir cette grande espérance. Vous parlez d'égalité, Nirit, mais comment expliquer qu'après la fin de l'apartheid, les rivalités entre blancs et noirs, même entre ethnies, soient toujours d'actualité en Afrique du Sud? Je pense que ça dépend de la génération qu'on parle avec. Parce que, en fait, juste avant de venir ici, j'ai regardé une vidéo sur YouTube des élèves, en fait, qui s'appelle, cette génération qui est née juste après, en 1994, après l'élection, ça s'appelle le Born Free Generation. Et en fait, ils ont interviewé les élèves et les élèves disent, nous, on ne sent pas la même chose que nos parents sont. Pour nous, on est des amis, on va à l'école, on est vraiment là même. Mais après, par exemple, les étudiants noirs, ils ont dit, mais oui, on est plus proche à peut-être les autres étudiants noirs, mais pas par rapport des couleurs de peau. C'est juste culturellement, on est plus à l'aise avec nos amis de la même culture. Mais sinon, eux, ils sont pas, c'est pas la même chose. Mais si on peut-être va un petit peu arrière, mon génération, moi, en fait, je finis l'école en 1994. Donc, c'est nous qui sommes rentrés dans l'université, dans la Nouvelle-Afrique du Sud. Et ça, c'était vraiment un choc pour mon génération parce que on était bébés, on était enfants pendant l'apartheid et dès qu'on était 18 ans, c'est fini et maintenant on était à l'université, on n'a rien compris. Beaucoup de choses, je sais comme un étudiant blanc, beaucoup de choses étaient prises de nous qui est donné des autres et on est toujours dit ok, il faut être patient, donc on est vraiment. C'était très dur, mais on était patient et voilà, comme ça, ça évolue. Mais je pense que chaque génération, il y a vraiment un sentiment tellement très, très différent.
Quels sont pour vous, Vanessa, les défis que l'Afrique du Sud doit relever? En ce moment, je trouve que je vais répondre un petit peu à ce que tu viens de dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été prises de vous et données aux autres. Tu peux me donner un exemple des petites choses comme ça? Pas de choses tangibles, quoi. Oui, je juste parle par exemple quand on était à l'université, juste ils ont nous divisé en classes par exemple dans le nouvel étudiant qui est arrivé. Ils ont dit ok, eux ils vont faire plus de courses de classe pour arriver à le même niveau que les gens qui, par exemple, ont eu l'opportunité de finir le matric, comme on dit matric, le bac. Et par exemple, nous, on voulait aussi faire plus de courses pour attraper, pour comprendre plus. Mais le professeur nous expliquait, non, mais en fait, il faut vraiment qu'on fasse un petit peu plus pour les dons. Voilà, donc c'était vraiment des choses comme ça, mais c'était pas si fort, mais juste de petites choses. Et on était toutes jeunes aussi, 17-18 ans, donc on n'a pas tout bien compris. Bon, je n'ai pas vécu ça, je ne peux pas parler de ça. Mais vous m'avez parlé de défis sur l'Afrique du Sud aujourd'hui. Mais comme un pays tout neuf, avec la démocratie tout neuf, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour qu'on voit vraiment les choses. Mais on a déjà fait une étape qu'on voit vraiment dans le pays au niveau des droits fondamentaux et que notre Constitution a bien mis en place pour qu'il y ait vraiment une démocratie dans le pays. Il y a les commissions qui ont été mises en place qui peuvent s'occuper de ça pour maintenir les droits fondamentaux qui n'existaient pas avant. Ça, c'est déjà quelque chose que je trouve que notre Constitution a mis ça en place par les commissions et on s'occupe de ça en Afrique du Sud, qui est quelque chose de très positif pour nous. Terminons avec vous, Gratien. Quels sont pour vous les principaux défis que l'Afrique du Sud doit relever? Les principaux défis, c'est surtout la lutte contre la pauvreté dans les quartiers des Noirs et surtout les systèmes de base, que ce soit les systèmes, surtout l'habitat, l'hygiène, beaucoup de choses au niveau de... C'est aussi une façon de corriger les défauts, disons les défauts de l'affirmative action, notamment au niveau de plusieurs choses, et pourquoi ne pas prendre, par exemple, une sorte de taxe pour certains qui ont eu presque en étant favorisés, au profit des gens qui ont été défavorisés, notamment dans les quartiers pauvres, pour les aider à avoir de l'eau, à construire des maisons, pour avoir pratiquement à aller à l'école, tout le monde. Oui, excusez-moi, monsieur, mais on a déjà eu ça. Et on est en train de continuer à développer ça en Afrique du Sud. On s'occupe... Il y a toujours des besoins à assouvir, surtout dans les quartiers pauvres. Ça ne prend pas juste 10 ans pour qu'on arrive à tout faire. Avec la population en Afrique du Sud, ça va prendre du temps, mais il y a des quartiers, qu'on appelle les bidonvilles, là, où il y a de l'eau. Maintenant, il y a de l'eau et il y a beaucoup de choses. Et il y a des gens qui ont un petit peu de plus que les autres qui aident les gens. Parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont orphelins de maladie sida. Et ces enfants-là, c'est des filles qui sont des professionnels qui s'occupent de ces enfants, qui les amènent à l'école, parce qu'on a besoin d'avoir une génération après qui est bien instruite et tout ça. Oui, il y a vraiment une solidarité qui est très forte. On ne parle pas beaucoup de ça. Mais c'est la solidarité surtout de l'État. Oui. Qu'on aimerait surtout. Oui, il y a la solidarité de l'État, parce que regarde, comme j'ai dit, il faut aller voir les bidonvilles qui sont là. Maintenant, il y a des toilettes, il y a de l'eau, et tout le monde a accès de ça. Mais le fait qu'il vit dans les bidonvilles, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde. Mais quand même, dans les bidonvilles, là, il y a des choses qui ont changé. Qui montrent qu'il y a des choses positives quand même que le gouvernement a fait.
Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Les dirigeants locaux et régionaux réunis à Rabat. Ce mercredi, ils ont souligné l'importance et les défis qui attendent les populations face à la mondialisation. Et puis 12e congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, une rencontre attendue par tous les militants du PDCI qui s'est ouverte ce jeudi à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le thème, rajeunissement, renaissance et renouveau. Nous marquons une courte pause à suivre l'autre volet économique. Nirit Soumerouk, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste et blogueuse sur parispopcorn.com. A tout de suite.